Merci Karim de m'avoir convié à cette belle journée de la maintenance. 11 ans après ma première présentation donc à l'IUT Louis Pasteur. C'est toujours aussi impressionnant. Je pense que tout le monde a pu goûter le plaisir de faire une présentation. Ah, c'est le micro qui va compter, ok, pas de problème. Donc 11 ans après, voilà, une belle expérience depuis. Un parcours un peu varié, je vais vous le présenter. Mais j'ai aussi eu la chance que tu as aujourd'hui de présenter aussi à une fin de journée de maintenance, disons tout le travail que j'avais fourni durant voilà, ma dernière année d'IUT. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui j'ouvre le bal des conférences d'anciens élèves et je vais vous présenter aujourd'hui dans un premier temps mon parcours. Ensuite je vais vous parler un petit peu du secteur de la chimie qui est pas forcément le plus connu, hein, puisqu'on fait peu de lobbying à ce sujet. C'est un milieu un peu obscur lié à ces risques. On en entend souvent parler et souvent dans les médias. Donc je vais vous donner un peu plus de détails sur ça et des événements qui ont eu lieu et de la réglementation qui s'y applique. Ensuite, on va passer à Alsa Chimie, qui est une entreprise indépendante, joint venture au sein du secteur de la chimie, qui produit divers produits à destination de transformation polyamide 6,6. Et ensuite, je vais passer sur une présentation de la maintenance au sein de cette entreprise, dont je fais partie. Ouais, je veux bien. Si. Tu veux être mobile ? Je veux bien. Vous m'entendez bien ? Ouais, c'est bon. Merci, Karim. Donc, pour ma part, déjà, je vais me présenter. Cyril Nieto, 31 ans. Jeune étudiant un jour, aujourd'hui moins jeune, mais toujours le cœur d'un étudiant. J'ai suivi un parcours dit en parallèle. J'ai commencé ma première formation par un bac STI. Ce bac STI en génie productique au lycée Blaise Pascal à Colmar donc m'a permis un petit peu de découvrir le milieu de la productique, de la mécanique. Et ensuite, j'ai enchaîné par le DUT GIM, le fameux DUT GIM, Génie industriel et maintenance, durant 2 ans en parcours initial à l'IUT Louis Pasteur. Ces 2 années m'ont permis d'asseoir mes compétences techniques, humaines, prendre un peu de maturité pour pouvoir espérer continuer ma formation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé les concours de l'IT2I Alsace. Ce sont des concours communs qui permettent d'accéder à des écoles pour des formations d'ingénieurs en apprentissage. Et donc, ces concours-là permettent, en l'occurrence, d'accéder à des formations de l'INSA de Strasbourg en génie mécanique. Et j'ai effectué cette alternance avec une société, Timken Europe à Colmar. C'est une société qui est productrice de roulements à rouleau conique. Durant mon cycle de formation, j'ai intégré différents services. La maintenance en premier lieu, parce que ça me touchait à, disons, en direct par rapport à ma formation. Je voulais découvrir le milieu industriel de la maintenance, comme je n'avais pas fait d'apprentissage au préalable. J'ai eu des sujets de fiabilisation d'équipements, de modifications lourdes et aussi de remplacement. La plupart du temps, en maintenance, on est sur de l'obsolescence, de la vétusté. Donc, dans ces milieux-là, c'est une entreprise qui travaille en production de grandes séries, donc des mouvements répétitifs, hein, donc des problématiques maintenance très propres à la fatigue. Hein. Voilà, des secteurs comme le traitement thermique aussi, hein, c'est pas toujours très agréable de travailler dans ces secteurs-là parce que c'est sale, hein, donc le métier de la maintenance, il est un peu compliqué, mais par contre, clairement, on a de la technique et quand on a commencé à toucher à ce genre de secteur-là, on aborde de manière un peu plus sereine le reste des milieux, disons, techniques qu'on peut découvrir en Alsace. Ensuite, en 2e année, je travaille sur de l'ergonomie de poste de travail. Donc là, c'est de l'étude, bureau d'études, médecine du travail, RPS, oui, risques psychosociaux également, mais surtout des notions de troubles musculo-squelettiques. Voilà, je vais y arriver. Et en dernière année, j'ai travaillé à l'étude d'un flux de production associé à donc, des déroulements spécifiques pour les marchés de l'automobile à très haute valeur ajoutée. Et donc, on a remis en place toute une chaîne de production en réfléchissant à tous les flux, la supply chain, la production, les outils de production, etc. Au bout de ces 3 ans d'apprentissage, je me voilà diplômé, ingénieur génie mécanique, avec un cursus orienté maintenance, hein, avec des très bonnes bases de l'IUT,
Et j'ai continué au sein de l'entreprise Constellium. Constellium, fabricant d'aluminium à 2 destinations, automobile et agroalimentaire. C'est une usine qui produit 40 000 tonnes d'aluminium par an. Alors, ça vous paraît énorme, mais Constellium est un petit parmi les grands. Voilà, 40 000 tonnes, c'est quasiment le minimum quand on est dans ce secteur-là de volume de production d'aluminium. Donc tout type d'alliage, hein, des 6 000, des 4 000, des 1 000, et à chaque fois associé à des applications propres. Pour ma part, j'ai travaillé sur la partie agroalimentaire, donc avec des normes spécifiques. J'ai d'abord commencé mon expérience chez Constellium en tant qu'ingénieur fiabilisation, consultant. Donc avec des sujets de fiabilisation essentiellement. Puis au bout d'1 an et demi, on m'a proposé d'intégrer les équipes de Constellium en interne. Et là, j'ai pris les fonctions d'ingénieur process. Là, je me suis occupé de process plutôt orientés chimie, traitement de surface, hein, où on va convertir la surface de l'aluminium, appliquer un vernis à destination des boîtes boissons, canettes, etc. Voilà, après, effectivement, industrialisation d'un procédé d'induction, donc là, lié à de la réglementation. On va encore en parler après, mais l'évolution de la réglementation sur les produits chimiques impacte tous les secteurs, et notamment la métallurgie, pour le traitement de surface. Et j'ai industrialisé un procédé d'où tout le parcours d'industrialisation, de la conception, réalisation, formation. Voilà, au bout de ces belles années d'expérience chez Constellium, j'ai décidé de quitter la société pour découvrir encore d'autres métiers. Donc là, j'ai touché au métier de la rectification, au métier de la métallurgie, traitement de surface, chimie, et j'ai continué en fait dans la plasturgie. Alors c'est un peu anecdotique, mais c'était que 2 ans, on va dire. Mais voilà, j'ai décidé de découvrir un nouveau milieu qui est l'extrusion plastique de polyéthylène au sein de la société d'Aramic à Célestat. C'est une société qui produit 95 millions de mètres carrés de séparateurs de batteries acides par an. Donc on en a tous dans nos voitures, on en a tous au moins croisé une fois dans notre vie. On ne s'en rend pas compte. C'est un marché de niche qui veut dire aussi des organisations très spécifiques. Et en l'occurrence, dans cette petite société, ils avaient scindé leur process en 3 étapes clés et j'étais responsable production d'un des 3 process de fabrication qui est l'extrusion. C'est une production continue, hein, donc on mélange toute notre matière première pour passer ça dans une extrudeuse et on en sort un film pour au final faire du traitement par calendrage et derrière préparer l'application dans notre batterie acide. Mes fonctions, elles étaient très clairement liées à la gestion de production, donc un nouveau domaine technique, mais après c'était plutôt de l'optimisation de performance industrielle, hein, donc encore un autre métier. L'industrialisation de nouveaux produits, voilà. On touche à la chimie également, parce que dans la batterie, il se passe tout un tas de choses qu'on ne suspecte pas. Mais clairement, dans chacun des métiers que vous voyez ici, je suis parti à chaque fois de zéro. Et c'est en l'occurrence par ma formation, IUT et ensuite école d'ingénieur, qui m'ont permis disons, ils m'ont appris à apprendre. Voilà. Clairement, j'ai entamé chaque fonction de la même manière. On reprend les bases et après, on essaye de contribuer. Et aujourd'hui, voilà, en 2022, j'ai eu la chance d'avoir une proposition d'intégrer la société Elsa Chimie, premier producteur européen des intermédiaires du polyamide 6,6, autrement dit le nylon. Donc je suis responsable maintenance d'une unité sur cette plateforme que je vais vous présenter un peu plus en détail. Je suis responsable des moyens et des résultats de la maintenance dans mon unité. J'ai également comme mission l'amélioration des équipements, mais je rentrerai un peu plus dans le détail après. Donc là, on touche la chimie organique. Je vais tout de suite passer sur la présentation du secteur de la chimie pour vous en dire un peu plus. Alors, si elle veut bien. Si elle veut bien. Voilà. C'est pas grave, on viendra changer à l'ordinateur. Le secteur de la chimie. Comme je vous l'ai dit, on fait très peu de lobbying à ce propos. Par contre, ça représente 7000 emplois en Alsace. Et c'est un secteur qui a le vent en poupe aujourd'hui, hein, globalement. Il faut considérer que le secteur de la chimie, il est très varié. Et parfois, on travaille dans la chimie, mais on ne s'en rend même pas compte. La chimie, c'est quoi ?
c'est avant tout de la chimie de base, donc du travail de matières minérales et organiques. Donc minérales sur tout ce qui est matière première de base, hein, l'eau, la chaux, enfin le calcaire, le soufre, le sel. Voilà, toutes les industries qui travaillent ces matières premières-là, on dit qu'elles sont de la chimie minérale. La chimie organique, elle, c'est plutôt tous les produits issus du pétrole, le carbone, voilà, tout ce qui va être associé à ça. Et ces deux secteurs-là représentent plus, on va dire, la bonne moitié du secteur de la chimie et alimentent tous les autres secteurs. Voilà, on a les premières étapes de fabrication, du gros volume, qui alimentent tout le reste. Après, bien entendu, on a d'autres secteurs comme la cosmétique. Vous l'imaginez bien que tout ce qui est savon, détergent, etc., sont issus d'un process de transformation gros volume, process continu, et donc fait partie du secteur de l'industrie chimie, la pharmaceutique également, hein, on parle de l'industrie de la chimie. De ce côté-là, alors c'est tout ce qui est produits de base, hein, mais aussi médicaments. Et après, on a les chimies de spécialité. Donc là, c'est tout ce qui est peinture, solvant. Voilà, pour vous donner un peu un spectre de l'industrie de la chimie et de ce qui existe en termes d'application, on va dire, plus ou moins. La chimie en France, donc les chiffres clés, c'est 97 milliards de chiffre d'affaires. C'est gigantesque. On a 4,1 milliards d'investissements par an. C'est énormément de projets. Vous allez le voir à l'échelle d'Alja Chimie un peu plus en détail plus tard. On a 3500 entreprises en France, dont 18 plateformes. Alors quand on parle de plateforme, c'est l'association de plusieurs entreprises sur un même site. Et donc elles interagissent les unes avec les autres. Elles produisent de l'hydrogène d'une part, elles alimentent du gaz de l'autre. Et puis après, vous avez les réacteurs, etc., qui vous permettent de faire les chaînes de transformation. Mais souvent, c'est des chimies tellement spécialisées que ce sont des sociétés spécialisées en fait, de chacune des transformations qui proposent ces services. On a 20 000 recrutements par an, j'en profite pour en parler, c'est une très belle occasion, c'est un secteur qui est très très demandeur en nouveaux talents. On est là aussi pour ça en partie, mais c'est de faire un peu notre lobbying et de vous dire qu'on est à la recherche de beaucoup de monde dans notre secteur. Et c'est un secteur porteur, vous allez le voir, mais on a beaucoup de travail encore dans les prochaines années et la réglementation nous y aide en partie. Voilà, c'est un secteur clairement clé qui alimente absolument. Je pense qu'il est difficile de trouver un secteur qui n'est pas client de la chimie. On alimente toutes les industries type automobile, aéronautique et toutes celles qui pourraient vous passer par la tête. Les consommations des ménages, les services, l'agriculture, l'énergie, la construction. Voilà, je pense que c'est difficile d'être exhaustif, mais imaginez bien que la chimie est à la base de tout. On est premier secteur exportateur en France. On exporte 60% à peu près de ce qu'on produit. Et on est au deuxième rang européen et septième au rang mondial par rapport aux exportations. La chimie, malheureusement, c'est pas un secteur pour lequel, dans l'actualité, on n'en entend que du bon. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un secteur dit dangereux, beaucoup de risques. Mais globalement, il faut savoir qu'on travaille activement à éviter ces événements-là et que, bien entendu, on reste faillible. On est humain, on développe des process qui restent faillibles, c'est normal. Mais c'est pour ça que nos métiers de mainteneurs sont extrêmement importants pour analyser, comprendre, anticiper, pour éviter ce genre de drame, comme des explosions, des stockages de nitrate d'ammonium qui explosent. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est un peu pour vous imaginer les risques dans la chimie, qui sont dramatiques. Face à ça, la réglementation, elle n'est pas passive. Elle est très active, elle évolue. Directive Seveso, trois mises à jour de la directive Seveso les 20 dernières années. C'est pas rien qui nous contraint. Moi, je vois pas ça comme une contrainte, mais c'est une obligation de résultat. C'est de mettre en place des processus et de la gestion des risques de la société qui sont drastiques. Et j'insiste sur le mot drastique parce que c'est très lourd comme démarche. C'est presque proche du nucléaire, ce qu'on fait aujourd'hui dans la chimie. Ça demande une minutie folle dans tout ce qu'on fait, soit dans l'intervention, dans l'opérationnel, mais dans la réflexion et la préparation des opérations.
On a bien entendu toute la réglementation liée aux équipements sous pression, ESP, qui s'applique chez nous, qui est arrivé il y a peu de temps. Il y a un dernier arrêté de 2017. Et ensuite, on a tout ce qui est stockage produits inflammables, et j'en passe. Je suis de loin pas exhaustif, mais c'est quelque chose qui fait partie du cœur de la maintenance dans la chimie, et pour lequel on travaille activement. Voilà un petit peu le spectre que j'ai voulu vous présenter sur le secteur de la chimie aujourd'hui. Et je vous propose de passer à la société Alja Chimie, qui est une société indépendante, mais liée tout de même à des actionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appartient à 2 actionnaires principaux. On ne fait pas partie d'un groupe, mais BASF a 51% des parts et 49%, c'est la société Domo. Voilà. Mais administrativement parlant, on est bien Alja Chimie en termes d'indépendance de gestion d'entreprise. Alja Chimie a été créée en 1955. C'est 125 hectares de surface au sol. Je vais vous montrer une petite photo après, c'est assez impressionnant. On comptabilise aujourd'hui sur cette plateforme, et je vais parler de plateforme, pas d'entreprise, parce qu'on est plusieurs sur cette même plateforme. On est 1070 employés internes, mais on est à peu près 2000 à 3000 emplois indirects sur cette plateforme. Donc, sociétés de prestations, fournisseurs de services, etc. On représente 15% des effectifs de la chimie en Alsace. On est un site Seveso-Seuil-Haut, donc toute la réglementation que je vous ai présentée au préalable s'applique chez nous. On a 7 salles de contrôle, mais en fait, on va y ressortir 3 unités principales, 4 unités principales. On manipule 1,8 million de tonnes de produits à l'année. Donc, on est transformateur. Alors, c'est une notion très peu enseignée. On n'est pas producteur. On reçoit les matières premières de nos clients. On leur propose un service de transformation et on leur relivre le produit transformé. Donc, ce qu'on facture au client, ce n'est pas un produit, c'est une transformation, un service. Et on est certifié, bien entendu, pour livrer le marché automobile, tout ce qui est ISO 9000, 14001 et 50001. Alors, la plateforme ressemble à peu près à ça. C'est pas évident, vraiment, quand on est étendu comme dans la chimie, c'est pas évident d'avoir une vision synthétique, mais globalement, vous y retrouvez les principaux secteurs. Donc, on a la production en premier lieu d'olone, donc vous verrez, c'est tout au fond. On a ensuite la production d'acide adipique, et après, on a une société sur la plateforme qui s'appelle Butachimie, qui va produire tout ce qui est HCN, adiponitrile. Et après, on transforme ça en HMD, hexaméthyldiamide. J'y suis arrivé. C'est pas facile, disons, d'avoir le jargon de la chimie, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est interconnectés tous ensemble sur cette plateforme-là par des kilomètres et des kilomètres de tuyauterie qu'il faut maintenir, bien entendu. L'organisation, enfin disons plus le tissu de transformation de la plateforme est le suivant. Dans un premier temps, on a Alja Chimie à gauche, Butachimie à droite. Butachimie est une société qui fait également partie du groupe BASF, mais disons on a des gestions différentes. Côté Alja Chimie, on transforme, on fait une oxydoréduction du cyclohexane et de l'air pour produire de l'olone. Voilà. Cette olone, grâce à l'olone et de l'acide nitrique, on va faire de l'acide adipique. Et c'est cet acide adipique associé à de l'HMD que vous voyez sur le côté droit du slide qui va donner des sels de nylon, donc du polyamide 6,6 in fine. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous présenter là, c'est d'avoir un peu cette notion d'interconnexion entre chaque service. S'il y en a un qui défaille dans la chaîne, ben, globalement, on ne sort plus les volumes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre produit? Le polyamide 6,6, c'est à destination de tous les secteurs. Comme je vous l'ai dit avant, la chimie alimente bien d'autres secteurs. C'est un peu la matière de base de tout. Donc, on est autant dans l'aviation que dans les plastiques automobiles, que dans les éléments de sécurité, mais aussi dans les textiles, disons les instruments, les accessoires de loisirs, etc. La plateforme, enfin Alja Chimie, maintenant on reste sur Alja Chimie, on est structuré de la manière suivante, donc on a un comité, enfin c'est assez typique comme organisation d'entreprise, mais ce que je voulais vous montrer là, c'est 2 choses principales. La première, c'est qu'on a un service qui est l'interlocuteur principal
des autorités sur la plateforme. Comme je vous l'ai dit, très forte réglementation qui s'applique sur notre site. Et avoir un service référent et interlocuteur principal sur la plateforme, c'est un vrai avantage pour nous. Ça nous amène de la flexibilité et de la veille réglementaire. Mais il faut savoir que ce service-là, il est CIR. Ça veut dire Service Inspection Reconnu. Ça veut dire qu'ils ont la délégation de surveillance de l'ADREAL. Ils ont autorité d'alarmer, signaler à la réglementation qui s'applique, enfin disons aux institutions qui s'appliquent chez nous, toute déviance ou non-conformité. Donc on est dans les feux des projecteurs constamment. C'est une notion très importante, c'est pour justement éviter les événements que vous avez vus au préalable. Et donc on a un travail de fond dans la maintenance dont ils font partie. Et ce que j'ai encadré en rouge, en fait, c'est le service maintenance. Alors c'est 25% des personnes qui sont sur la plateforme. C'est un très très gros secteur pour effectivement veiller à la prévention des risques. Passons tout de suite à la maintenance chez Alza Chimie, un peu plus détaillée. Je ne sais pas, je suis à 21 minutes, on devrait tenir le timing. Donc les missions de la maintenance dans la chimie, j'ai relevé 3 points. C'est finalement assurer la disponibilité des équipements, comme dans tout service maintenance dans l'industrie. Deuxième point, et pas des moindres, c'est assurer le respect de la réglementation. Donc là, clairement, c'est un point qu'on oublie souvent, disons, dans l'industrie classique, parce que on va faire en sorte d'avoir tous les bonnes pratiques et de pas aller jusqu'au bout de la veille réglementaire. Par contre, dans la chimie, c'est clairement la première action qu'on va réaliser, c'est d'abord se référer à la réglementation. Qu'est-ce que nous demande la réglementation avant d'agir? Et on va adapter tout notre travail, toute notre organisation en fonction de ça. Et le troisième point, on est aussi dans l'amélioration des process, parce qu'on va faire tout ce qui est projet de modification. Donc on est très actif de ce côté-là. Alors restez assis, c'est l'organisation de la maintenance. C'est pas facile à comprendre et c'est encore moins facile à présenter. J'ai mis à peu près 1 heure pour faire ce slide. C'est une synthèse de notre organisation. Il y a 2 types de maintenance sur site. Il y a, disons, la phase préparation et la phase opérationnelle. Jusque-là, tout va bien. Dans la phase préparation, on a découpé ça en 3 secteurs par rapport au domaine d'activité sur notre plateforme. Et le 4e que vous voyez, EIA, c'est un acronyme pour dire électricité, instrumentation et analyseur. Parce qu'on a tout un tas d'équipements très spécifiques sur le site qui mesurent nos rejets de manière continue et qui demandent une maintenance très particulière. Donc on a un service dédié à ça. Dans la préparation, bien entendu, on veille à travailler sur nos méthodes, à la fiabilité de nos équipements, donc réflexion moyen-long terme, mais on prépare également la maintenance dite opérationnelle, donc le dépannage, mais également la préparation des arrêts. Je vais aller un peu plus loin dans la présentation après, mais disons qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui ne font que du travail de préparation. Donc c'est clairement contre-intuitif par rapport au métier de la maintenance qu'on nous présente habituellement à l'école et de ce qu'on entend parler autour de nous. On n'a pas toujours la caisse à outils. Voilà. On a clairement plus de valeur ajoutée à réfléchir ce qu'on fait en interne. Et c'est pour ça que Alza Chimie et globalement dans le métier de la chimie, ils externalisent beaucoup l'opérationnel. Voilà, on a des sociétés contractualisées pour, et là on passe sur la partie au-dessous, pour tout ce qui est entretien général de maintenance, travail d'échafaudage et de calorifugage, nettoyage industriel, entreprise générale d'instrumentation. Donc là, notre première problématique, c'est de gérer ces contrats et de gérer, disons, la qualité de service fournie par ces sociétés-là. Ça représente une grosse partie de notre temps. Parce que c'est de la gestion humaine, c'est de la gestion de règles, l'application des règles, c'est quelque chose d'assez lourd. Mais on a tout de même des ressources en interne. On a un petit atelier de révision, mais après on a des forces vives au niveau d'un service central. Donc toute la partie au-dessus peut solliciter n'importe quelle partie au-dessous de ce slide. Donc la chaudronnerie, la mécanique, le génie civil et une maintenance centralisée des équipements un peu plus complexes.
Voilà. Alors, dans les faits, la maintenance, comment finalement elle réalise sa mission? Alors, on a un point majeur de notre maintenance dans la chimie, ce sont les arrêts d'unité. Alors, nos unités s'arrêtent une fois tous les 3 ans. Alors, vous allez me dire, pour faire une maintenance tous les 3 ans, le taux de panne, il risque d'être élevé. Eh bien non, en fait. On a réussi à étaler nos arrêts d'unité, c'est-à-dire les faire fonctionner de manière continue pendant 3 ans. C'est nos méthodes qui ont permis de faire ça pour veiller à répondre à un certain nombre de demandes. Donc notre plan de maintenance, déjà pour assurer cette fiabilité, c'est une grosse part de notre travail. Donc ça veut dire des nettoyages, des vidanges, des remplacements d'équipements. Je vais vous donner 2-3 exemples en images, mais ça reste de la maintenance de base, j'appelle ça, tout ce qu'on peut voir dans les autres domaines, mais à des tailles, des envergures qui sont parfois impressionnantes. On travaille sur des colonnes qui font jusqu'à, je ne sais pas si tu peux me donner un ordre d'idée, mais 80 mètres, ouais. Et là on va accueillir une nouvelle tour, elle fait 80 mètres aussi, ouais. C'est assez impressionnant. Et on doit aussi entretenir à l'intérieur de ces colonnes de distillation. Pour faire simple, on injecte du produit dans ces colonnes, on les fait monter en température et leur vapeur, on va dire, dans leur phase gazeuse, va passer à travers ce qu'on appelle un garnissage. Et ce garnissage, il peut être ordonné, désordonné. Là, c'est un garnissage ordonné. Eh bien, il faut le remplacer. Donc, c'est très vite des très gros volumes d'équipement et des heures de travail. Ou alors, on a d'autres équipements qui sont sont plus à taille humaine en fait. C'est que donc nos échangeurs dans certains de nos équipements, là c'est des plats de coil, ce sont des échangeurs plats qui vont aller dans des agitations. Ils sont attaqués par notre produit à l'intérieur. Donc de manière systématique, au bout d'un certain temps, on les remplace. Donc ça demande des très grosses manutentions et un très gros travail de préparation par rapport au risque de coactivité et tout ce que vous pouvez imaginer. On a aussi des très grosses préparations sur la partie risque chimique, puisqu'on va nettoyer des échangeurs tubulaires. Ça fait aussi partie de notre cœur de métier, le nettoyage industriel. Mais après, on va passer aussi sur un autre aspect, c'est que quand on a un four d'incinération d'effluents à queue, donc pour éliminer nos effluents, à un moment donné, il faut en faire quelque chose, donc on les incinère. Et dans ces fours d'incinération, on a un briquetage. Voilà, c'est difficile d'être prêt finalement en sortie d'école à retrouver autant de diversité d'interventions. Mais là, on va jusqu'à remplacer des briques réfractaires dans un four. Donc, il faut avoir la notion de qu'est-ce qu'une brique réfractaire, comment elle se met en œuvre, les règles de l'art de la brique réfractaire. Dans les arrêts d'unité, on réalise également tout ce qui est réglementaire. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, des équipements sous pression. Donc, on doit respecter un certain rythme ordonné par notre service inspection dans les opérations de contrôle. Donc, on a des inspections visuelles, des inspections périodiques. Donc, les inspections visuelles, c'est comme tout le monde pourrait le réaliser de manière visuelle à l'intérieur d'un équipement pour voir s'il n'y a pas d'attaque en corrosion. L'inspection périodique, là, c'est un peu plus spécifique. On va commencer à démonter des instruments, des accessoires de sécurité, comme des soupapes, et on va chercher la présence de produits, d'attaques, de fatigue. Voilà. Et après, on a toute la partie requalification d'équipement, où là, on va mettre en pression le réservoir ou la tuyauterie. Au bout d'un certain temps, on va regarder si déjà la pression elle a diminué, ou est-ce qu'on a eu un échappement de fluide, ou une fissure, ou voilà, et j'en passe. Mais on va mettre à l'épreuve de manière importante un équipement sous pression, et on va regarder comment il réagit. Et voilà. Après, on a tout ce qui est aussi travaux et tests. Alarme sécurité, ALSEC, alarme sécurité, donc vérification au minimum une fois tous les 3 ans de toute la chaîne sécurité. Donc on va de l'instrumentation de mesure jusqu'à le contrôle en automatisme et l'actionnement de la sécurité. On met tout ça en œuvre et on contrôle la bonne réactivité de cette chaîne. Troisième point qu'on fait lors des arrêts, c'est les actions curatives.
comme vous pouvez l'imaginer, c'est que à un moment donné, quand on fonctionne pendant 3 ans, on ne peut pas arrêter l'équipement, ben, on va faire du dépannage. Et ce dépannage-là, c'est de la palliative, hein, c'est de la solution palliative. Donc, c'est un peu le pansement. Et au bout de 3 ans, ben, il va falloir remplacer ce qu'on a, notre pansement, et mettre quelque chose de plus long terme. Et donc, c'est la maintenance curative. Je vais vous montrer juste une petite vidéo qui est assez sympathique à voir. C'est un time-lapse d'un remplacement de stocker. Je vais vous remettre ça. Voilà, je vais vous remettre ça ici. Voilà, donc là on a l'exemple d'un stocker qu'on remplace. C'est un stocker de 1000 mètres cubes. On a l'impression qu'on déplace des Lego, mais non, pas du tout. Hein. Il y a quelques tonnes. Hein. Et donc notre travail, c'est aussi ça, c'est d'organiser ces manutentions et ces remplacements d'équipements, les préparer. Donc vous imaginez bien qu'il faut modifier des tuyauteries, il faut les enlever, il faut séquencer le travail, il faut avoir un bon planning. Et au final, le travail vu comme ça paraît synthétique et simple, mais on a tout un tas de risques à gérer hein, à ce moment-là. Voilà, notre beau stocker qui est encore en place. Donc pour continuer, alors je vais essayer de remettre le mode présentation. Voilà. Pour continuer sur le sujet, on réalise également des projets de modification. Ces projets de modification sont issus de demandes procédés, développement procédé, qui permettent d'améliorer les réactions, d'optimiser tout ce qui est coût énergie. Voilà. Donc on réalise hein, toutes ces opérations-là durant les arrêts. Et bien sûr aussi des opérations dites de maintenabilité, d'accessibilité d'équipement. Hein. En synthèse, un arrêt d'équipement, un arrêt d'unité, c'est 2 à 4 semaines de travaux. Durant ces 2 à 4 semaines de travaux, on investit de 2 à 6 millions d'euros. Donc quand on dit investissement, c'est projet, on améliore. On a également des dépenses dites de maintenance courante, donc tout ce qui est curatif et réglementaire. Donc c'est de 2 à 17 millions d'euros. Et on va jusqu'à 1000 travaux en 2 semaines sur une unité. Et bien sûr, on veille à la sécurité et on a des très bons résultats. Et on n'a eu aucun accident grave lors du dernier arrêt d'unité. Et c'est remarquable. Un autre point de la maintenance, c'est la maintenance corrective. Hein. Vous l'imaginez bien, on fait aussi le pompier parfois. Mais on fait le pompier de manière un peu, disons, singulière. On va intervenir parfois sur des process en marche. Ces process en marche ne permettent pas forcément toujours l'isolement de la zone dans laquelle on veut intervenir. Et donc pour ça, il faut utiliser parfois des moyens qu'on utilise pas trop dans le monde de l'industrie, c'est l'obturation par cryogénie. Voilà, c'est un des exemples que je voulais vous présenter. On utilise ce système pour bloquer le fluide dans la canalisation et pouvoir intervenir en aval. Donc une obturation un peu singulière. Voilà. Mais on fait aussi de la grosse maintenance. Hein. On a des aéros. Voilà, vous voyez, on est tout petit à côté. Mais globalement, voilà, on a des pièces comme ça qui lâchent, des paliers, hein, notamment des paliers, donc qui nous demandent de la grosse manutention et de la préparation. Troisième point, et je crois qu'on est sur le dernier, on est également sur de la maintenance préventive et prévisionnelle. Attention au prédictif, hein. J'ai retenu la leçon. Donc, on fait de la mesure vibratoire, bien entendu, thermographie pour suivre nos équipements, mais également l'optimisation l'utilisation des énergies hein, chez nous, hein, qui est un point clé. Hein. On utilise énormément d'énergie pour faire fonctionner nos installations. Vous l'avez vu d'ailleurs dans l'actualité, hein, on fait partie des 50 entreprises qui consomment le plus d'énergie et qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc on a clairement une feuille de route devant nous sur beaucoup de projets pour s'améliorer et diminuer notre impact sur l'environnement. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de monde. Hein. Je repasse le message, mais c'est clairement clé pour les années à venir. Donc on fait aussi des analyses d'huile, bien entendu, et nous, ce qu'on appelle aussi des fondamentaux. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert dans la chimie, je vais vous présenter juste 2-3 exemples. Donc là, typiquement, c'est de la thermographie par drone. Faut imaginer que dans la chimie, on a des kilomètres et des kilomètres de pipeline.
et qui sont calorifugés. Parce que la plupart du temps, le fluide process à l'intérieur, il doit être maintenu à chaud. Et ces calorifugages, alors soit ils ne sont pas toujours accessibles, mais en plus de ça, quand on voit la charge de travail qu'on doit endosser à l'année, c'est parfois la dernière roue du carrosse. Voilà. Donc le calot, il n'est pas bon, ouais, mais bon, hop, ça fiche pas dedans, c'est pas grave. Ouais, sauf qu'on a commencé à remettre en état nos calorifugages et on s'est rendu compte qu'on a diminué drastiquement notre consommation d'énergie et du coup, on a pu réinvestir l'argent économisé dans nos installations et voilà, par boucle de valeur, on arrive à faire en sorte que notre installation, elle est de plus en plus productive. Donc là, l'usage d'un drone, d'ailleurs, qu'on verra un peu plus en détail plus tard. On fait des fondamentaux, ce qu'on appelle des fondamentaux, donc c'est de la maintenance premier niveau, du nettoyage, de la peinture, de l'identification. Et grâce à ça, l'année dernière, on a détecté une trémie qui était percée par de la chaux et ça nous a évité un effondrement structurel d'une trémie. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est que dans la maintenance, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Si on ne nettoie pas, si on ne repeint pas, si on n'identifie pas, le problème, on ne le voit plus. Et grâce à cette identification et cette remise en état, on arrive à détecter des points de corrosion, des points de faiblesse qui nous permettent de mettre le nez au milieu du visage et de le remettre, disons, en exergue, quoi. Si on n'a pas ça, il faut se mettre à la place du maintenancier. Je vais contrôler quelque chose qui a une sale tronche, si je peux dire ça comme ça, et donc je vais adapter mon niveau d'exigence à l'équipement. Donc nous, on investit des millions d'euros par an à remettre en état nos équipements pour que les diagnostics soient à la même hauteur. Et je finirai avec cette slide en synthèse. Là maintenant, chez Alja-Chimie, c'est 30 à 40 millions d'investissements par an. C'est énorme. C'est clairement pas présent dans toutes les industries, surtout quand on représente que 15% notamment des effectifs en Alsace. C'est des sommes astronomiques. On a 20 millions de dépenses courantes qui s'additionnent. Il faut bien voir ça comme ça, la maintenance de base. À peu près 6 000 ordres de travaux par an. 0 accident grave en 2022. On a 150 employés internes en maintenance et c'est 500 emplois indirects, tout ce qui est prestation de services. Et on a des OEE qui sont au benchmark. Alors là, moi j'ai découvert ça, je sortais avec des taux de panne de 10-12% de la métallurgie, de la plasturgie. J'arrive chez Alsa-Chimie, je suis à 2% de taux de panne. Je dis, mais les gars, pourquoi on est aussi nombreux? Ça sert à rien. Ben non, en fait, pour maintenir ce taux de panne, il faut des effectifs, il faut de la présence terrain, il faut de l'analyse, il faut de la conscience et de l'intérêt dans la maintenance pour maintenir ce niveau-là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Karim pour m'avoir donné le micro. Waouh, quelle fierté pour moi. Je te jure, c'est impressionnant. Je vais essayer de garder... Y a-t-il des questions? Parce que moi j'en ai plein, mais... Alors, on parle de sécurité. Je suis très heureux parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un de la CARSAT Alsace-Moselle. Donc, si tu as des questions, ça sera... Ça y est, tu es grillé, Christian. J'avais une question par rapport aux outils de maintenance prévisionnelle. Je n'ai pas vu les ultrasons. Ah. Non, c'est bon, c'est bon. Non, les ultrasons, ouais, les ultrasons dans la chimie sont très peu employés. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez de compétences dans le domaine. Déjà, c'est la première étape, c'est de développer les compétences et la formation. Ce qu'on s'applique aujourd'hui, grâce au rachat de BASF, c'est de faire déjà la base. La base de notre maintenance, comme je vous l'ai montré, c'est de l'analyse systémique de nos processus, de nos équipements, de veiller à bien penser les choses avant de les faire. Ça, c'est déjà le nerf de la guerre. Ensuite, développer toutes les innovations de maintenance, c'est quelque chose qui est très chronophage. Et je pense qu'à terme, donc moi, je suis responsable de mon unité en maintenance, et Maxime Wirth, ici, ancien élève également, est responsable d'une autre unité. On a régulièrement des discussions à ce sujet. Il faut qu'on initie ce travail-là. Il faut qu'on y aille. Mais on n'y est pas encore, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas encore vu l'opportunité. Ce que ça peut nous ramener encore aujourd'hui. Alors, dès qu'on voit tuyau, on pense à ultrasons. Alors pourquoi j'y pense là? Parce que, et je les salue, il y a
une entreprise belge qui s'appelle SDT Ultrasound Solutions, qui sont déjà intervenus plusieurs fois à Innova. Donc je salue André et Benoît Degrave, je sais qu'ils m'ont envoyé un petit message. Donc c'est des choses qui marchent très bien, hein. Surtout quand on a autant de tuyaux que ce que j'ai pu voir. Après, on a, pardon, oui. Mais on dit, enfin, j'y pense en même temps. Les ultrasons sont juste utilisés pour la partie mesure d'épaisseur et contrôle des soudures. Ah non, mais les fuites, ça marche très bien, hein. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas chez vous, hein. Ouais, c'est sûr, on essaie de les éviter, mais effectivement, on n'est peut-être pas à ce degré de profondeur. Alors, une deuxième petite remarque, et là je reprends ma casquette de prof, quand tu as parlé de... Non, mais t'inquiète, hein, quand tu as parlé de la maintenance opérationnelle et la maintenance méthode, je te rappelle que la définition de la maintenance est ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management, destinées à maintenir ou à rétablir un bien afin qu'il puisse accomplir la fonction requise. Donc il y a bien l'aspect, il y a les deux aspects. Tout à fait. Alors après, ça peut être découpé comme tu l'as indiqué. Ma dernière question, c'était par rapport à la sécurité. Évidemment, on ne peut pas s'en empêcher. Dès qu'on parle de chimie, on va parler de sécurité. Le problème de la sécurité, c'est que souvent, quand c'est perçu comme un règlement, et tu vas un petit peu insister sur cet aspect, ça ne fonctionne pas. Le problème, il vient simplement de la compréhension du risque. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour justement expliquer à vos gars et pour qu'ils comprennent le risque et non pas qu'ils l'interprètent comme un règlement? Bonne question. En fait, c'est au-delà d'Alsachimie, hein. C'est dans l'industrie globale. Et j'ai eu, disons, la malchance de connaître des événements qui m'ont donné un peu de recul sur le sujet. Alors, il y a différentes politiques, hein. Chez Constellium, on a connu des événements dramatiques. Moi, en 5 ans, j'ai connu un blessé très grave, brûlé à 80% sur le corps, après la manipulation de solvants, et un mort, malheureusement, Denis. Et c'était une opération de maintenance basique, sans consignation. Et la personne a été happée par un enchevêtrement de cardan. Donc oui, tout ça, en fait, c'est des souvenirs douloureux, mais ils éveillent la conscience. Et malheureusement, l'être humain, il est ce qu'il est. Il faut avoir des exemples pour se rendre compte et assimiler le risque en tant que tel, non pas comme dans les livres, mais comme une réalité. Donc en fait, ce que moi, je m'attelle à faire, c'est de parler de mon expérience. Voilà. Partager au plus grand nombre. Voilà ce qui s'est réellement passé. Voilà, si tu fais pas ça, ben, malheureusement, ce sont des exemples qui peuvent arriver. Là, je vous parle d'exemples dans la chimie. C'est typiquement ce qu'on fait. C'est de la formation, c'est de la communication, c'est des rappels, c'est de l'encadrement, hein. On met des moyens, hein, pour encadrer les situations à risque, pour éviter et toujours avoir les quatre yeux. Sur une opération à risque, toujours avoir les quatre yeux parce qu'on sait qu'on est humain, on est faillible. Donc on duplique. Il y a les biais de perception. On forme les gens sur attention, ce risque-là, tu le minimises un petit peu et il faut que tu comprennes pourquoi tu le minimises. Donc voilà, il y a toutes les formations de biais de perception humains dans toutes les étapes de notre vie, hein. Formation et partage d'exemples. Alors oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait à la FIM une rubrique qui s'appelait « C'est arrivé dans les usines ». L'objectif, c'était justement de présenter ça. Avec la CARSAT Alsace-Moselle, on développait le progiciel que tu connais, Paris Maintenance, programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance. Et donc, dans ce progiciel, on retrouve des exemples fournis justement par la CARSAT et cet aspect compréhension des risques est très important, vraiment très important. Je ne sais pas si tu te souviens ou je ne sais pas si je l'avais déjà vu à cette époque, quelqu'un que je vois qui grimpe sur une échelle, qui met son gilet et arrivé en haut de l'échelle, je te laisse deviner où il a frappé le barreau, enfin son mousqueton, sur le barreau de l'échelle. Ah oui, on lui a dit, attention, hein, tu mets un gilet, tu grimpes, tu mets ton casque et tu frappes avec ton mousqueton. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de ligne de vie. Donc, comme on ne lui a pas vraiment expliqué, il a perçu ça comme un règlement, donc il l'a fait. Pour lui, il était en règle. Donc là, vous imaginez bien, si l'échelle tombe, c'est sûr qu'il tombera avec. Voilà. Donc les moyens également. Expliquer aux gens pourquoi. D'autres questions? Oui.
Ouais, je voulais te dire, donc dans ta présentation, tu nous montrais que donc les opérations de maintenance, finalement, elles étaient donc hyper réduites dans le temps et du coup qu'il y avait énormément de différentes actions de par la diversité de vos activités. Et en fait, je me demandais avec toutes ces contraintes-là, en fait, quelle était la part de sous-traitance de la maintenance si finalement, avec le personnel et l'organisation que tu nous présentais avant, vous arriviez à faire une grande partie en interne directement, ou alors la spécificité des actions nécessitait vraiment d'appeler, on va dire, des experts en fonction des opérations? Alors oui, c'est une organisation à part entière, hein, les arrêts d'unité. On a, comme dit, beaucoup de coactivité. Et pour gérer cette coactivité, si on avait autant d'entreprises que de travaux, ça serait quasiment impossible. On aurait énormément d'accidents. Donc il y a une clé de voûte à tout ça, c'est de contractualiser une entreprise générale d'arrêt. On contractualise, on prépare déjà un gros travail dans ce contrat-là. Donc on spécifie chaque travail par une fiche technique en détaillant exactement ce qu'on attend d'eux et les étapes de travail à respecter avec les moyens de prévention associés. Et quand on a préparé tous ces travaux-là, et ça c'est dans la théorie, mais souvent on arrive jusqu'à l'échéance, on n'a pas encore tout préparé, et ça c'est la réalité, hein. C'est la charge de travail qui veut ça. Mais dans l'idéal, une fois qu'on a préparé tout ça, on leur confie le travail, et eux, en interne, doivent démontrer d'une organisation qu'on audite pour la gestion de ces travaux-là au même moment, au même endroit. Ça, c'est pour 80% des travaux sur un arrêt. Après, il y a les 20%. Là, on gère en direct avec d'autres sociétés spécialisées et on fait le même travail qu'eux le feraient dans leur entreprise générale d'arrêt. On fait de l'analyse par plan de prévention, coactivité. On prépare le travail en amont, mais aussi on sélectionne les travaux qu'on peut faire en même temps. Ça, c'est pas toujours facile. Arriver en phase de la fabrication et leur dire que je ne réaliserai pas cette modification parce que j'ai une maintenance critique à faire. Il faut avoir des arguments parfois, parce que eux, ils y voient le bénéfice dans tout, et le fait de devoir choisir, c'est aussi renoncer. Donc, voilà. Mais globalement, on gère la coactivité par l'entreprise générale d'arrêt, qui, elle, a une organisation interne spécifique. On audite, on prépare, voilà. Et on est beaucoup sur le terrain, énormément. Merci beaucoup, Cyril. Bravo, en tout cas, on peut l'applaudir, je crois. Merci.